J'aimerais vous présenter aujourd'hui la différence entre les URL et les URI. Alors, pas vraiment une différence parce qu'en fait les URL font partie des URI, mais on va y revenir très vite. Déjà, je vais vous prendre comment marche une URL parce que c'est quand même le plus courant, ce qu'on utilise le plus au quotidien. Donc une URL, c'est un schéma, un nom de domaine, un port, un chemin d'accès, une requête et une encre. Alors, tout n'est pas obligatoire, puisque si vous avez uniquement le schéma et le nom de domaine, vous pouvez déjà appeler, le port est par défaut, et le schéma, même le schéma est plus obligatoire dans un navigateur, parce que par défaut, il va appeler le HTTPS, le S pour secure, mais je pense que là c'est connu maintenant. Et donc pour le coup, il n'y a pas besoin de spécifier forcément le schéma. Alors, déjà, le schéma, c'est quoi? Ça va être le protocole, comment on va appeler, quelle est la procédure pour transférer l'appel. Un exemple, vous avez le HTTP, le HTTPS, mais vous avez le FTP, vous avez aussi le FTPS, vous avez aussi le SSH, et plein d'autres protocoles, du Telnet, etc. Enfin, il y a de quoi s'amuser, mais c'est vraiment le comment vos appels quelle procédure suivre pour faire les appels. Le nom de domaine. Typiquement, là, je vous ai mis un www, ça c'est le sous-domaine, du MySite, ça c'est le domaine en lui-même, et le com, c'est le root, c'est le domaine root, donc c'est .com, .fr, .be, ce que vous voulez. Ça va être voilà, le niveau le plus haut. Vous avez, vous payez pour avoir accès via un domaine provider votre nom de domaine. Et après, tous les sous-domaines, www, je sais pas, cours, login, dashboard, n'importe quoi, ça c'est des sous-domaines et on peut partir à l'infini. Alors, pratiquement à l'infini en réalité, mais vous avez comme une sacrée marge. Et donc vous pouvez y faire ce que vous voulez, c'est tout, c'est vraiment un peu votre boîte aux lettres. C'est-à-dire que quand vous allez faire une requête avec ce nom de domaine, la première chose qui va être faite, c'est pas appeler le serveur. Il sait même pas qui c'est le serveur en fait. Donc il va appeler ce qu'on appelle le DNS, qui est un registre qui contient tous les noms de domaine et les IP liés. Alors, en général, celui-là n'est pas au courant, donc il va remonter, jusqu'à tomber sur le DNS qui est au courant. Il va propager l'information à tous les serveurs qui ont posé la question, et vous renvoyer l'IP que vous devez appeler. Donc, à ce niveau-là, vous avez maintenant comment enfin, quel protocole pour appeler. Vous avez l'IP du serveur sur qui appeler. Et techniquement, vous avez le minimum. Bon, après, vous avez le port, parce qu'une fois que vous appelez le serveur cible, bah, il a beaucoup de portes d'entrée. Il a même beaucoup de portes d'entrée, plus de 65 000. Donc, laquelle il faut utiliser, en fait, c'est un peu comme le firewall, il y a un petit péage, quoi. Est-ce que vous avez une porte qui est dédiée? Le port 80, c'est le port par défaut pour le HTTP. Ouais, par exemple, vous avez le 443 par défaut pour le HTTPS. Vous avez le 21 pour le FTP, le 22 pour le SSH, etc., etc., etc. Ça, c'est les ports par défaut. Mais souvent, quand on fait du dev en local, on va utiliser le port. Alors, on évite le port 80 en général pour justement pas avoir de collision avec un outil qui tournerait déjà. Donc on va utiliser le 8008, 8080, 3000, 3001, 12345. Enfin, on peut utiliser n'importe quoi. On essaie d'utiliser des ports qui sont supérieurs à 1024, parce que tout ce qui est 1024 sont protégés par le, par le système d'exploitation qui a besoin de pas mal de ports. En fait, ils sont tous réservés pour typiquement le SSH, etc. Donc on essaie de ne pas utiliser cela. Mais dans les faits, on peut facilement les utiliser. Donc c'est pas vraiment bloquant. Et donc on fait tout ça. Donc ça, on a tout ce qu'il faut pour faire l'appel. Maintenant, l'URL, c'est le Uniform Resource Locator. Donc on peut appeler une ressource. On veut chercher comment appeler la ressource. Mais on peut lui passer des paramètres. On peut vraiment lui transférer tout ce qu'on veut. Donc le query, donc on va aussi appeler query string. Donc c'est vraiment le nom à rallonge va dire je veux y ajouter, je sais pas, un deuxième paramètre, nature va égal value. Hop. Donc là, typiquement, ce que je lui dis, c'est que j'ai un filter qui va avoir la valeur name et un paramètre qui a la valeur value.
On peut quasiment être à l'infini. En réalité, c'est une configuration côté serveur qui peut limiter le nombre d'accès. Ce qui arrive souvent dans certains langages, c'est qu'on oublie de le changer et pour le coup, le client reçoit des erreurs et que le serveur ne reçoit jamais la vraie question parce qu'il est filtré en amont, ce qui est dommage. Mais ça peut arriver. Après, ça sécure aussi beaucoup parce que plus c'est long, plus on peut utiliser de petites failles potentiellement, ou même flouder le serveur en lui envoyant des mégas de données et on fait un DIN service assez facilement. Mais bref. L'encre, c'est beaucoup utilisé pour tout ce qui va être un lien direct vers une page courante. Je reviens après sur le lien, enfin sur le chemin d'accès. Donc l'encre, c'est typiquement, vous allez dire, je veux ouvrir une page web et je veux descendre l'écran jusqu'à arriver à un titre donné, à une section donnée. Bah, l'encre sert à ça. C'est simplement, il faut spécifier un ID sur une div, sur ce qu'on veut, et automatiquement le browser il sait y aller tout seul. Mais ça pourrait être utilisé autrement, même dans un appel API. C'est même pas forcément recommandé vu que c'est pas forcément très standard. Et le plus important souvent, c'est le chemin. Alors le chemin vers le fichier, c'est-à-dire qu'on sait qui appeler, on sait quels paramètres, comment spécifier pas mal de petites choses, mais on n'a toujours pas dit ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on veut précisément? Ben, ce qu'on veut, c'est ici un fichier en particulier, en tout cas un chemin d'accès. Ça peut être une API, donc ça peut être un sous-API. Ici, on appelle une page web. Donc la page web, c'est pass to mypage.html. Donc ça pourrait avoir 3000 sous-dossiers, ça pourrait ne rien avoir, parce que par défaut, si vous ne mettez rien, le site va considérer que vous appelez du HTML, du index.html. Ça, c'est par défaut. Mais on peut spécifier ce qu'on veut. Tout ce qui est avant votre point d'interrogation va être votre chemin relatif. Et votre dièse, puisque le dièse peut aussi, enfin, s'il n'y a pas de query, forcément, on a un dièse en dièse. Voilà. Donc ça, vous avez la construction après. Je vous ai remis ici la génération dans le console log. Et ça se construit vraiment comme ça. Donc vous avez le schéma, point slash slash, deux points le port. Le port, comme je disais, il est souvent optionnel. On le met assez rarement, sauf en local par exemple, etc., etc. Maintenant, l'URI. Alors l'URI, on va s'amuser. Top. Donc c'est pour le Uniform Resource Identifier. Là, on était sur du locator en URL. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'URI n'est pas fait pour interroger, il n'est pas fait pour manipuler, il est fait vraiment pour dire cet élément existe, il est là. Ok. Mais il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas 36 000 éléments, on est juste sur de l'utilitaire finalement. Donc c'est un sous-élément de l'URL. L'URL est plus précise pour le coup que l'URI. Pardon. Et donc là, typiquement, j'ai mis un mail. Donc on retrouve le schéma. Voilà. Deux points. Et la valeur. La valeur dont on a besoin. Donc on dit juste, voici la manière d'appeler le mail et le mail qui est passé. Point. C'est tout. On a le plus important. On sait qu'est-ce qu'on a appelé, quel type c'est, comment il faut l'appeler et qui appeler. Très bien. On va aller un petit peu plus loin. Là, je vous ai mis un LDAP. Alors, c'est un peu tout petit peu plus compliqué. On retrouve toujours le schéma. On va retrouver l'authority, donc là c'est une IPv6, un peu particulier à lire, mais on s'y fait bien. On retrouve le pass, donc le chemin d'accès. Donc ici, bon, on a passé un paramètre parce qu'on peut utiliser un peu différemment, ce qui n'est pas forcément... ça dépend un peu des valeurs, quoi, finalement. Mais on peut manipuler pas mal de choses. Et là, typiquement, j'ai fait une query qui demande des object types et du rouge. Bon, pourquoi rouge? J'ai juste mis ça au pif, juste pour la blague. Mais donc on retrouve vaguement chaque élément quand même de notre URL. Donc je vous ai remis après voilà, la génération. Et vous voyez qu'on a d'autres que je vous ai mis. En fait, c'est d'autres exemples que je vous ai mis là, qui sont des exemples de... encore une fois, ici, là, vous avez par exemple... donc le protocole, on est sur un data, on est sur de la donnée brute. Enfin, pas brute, enfin, on est comme ça, donnée brute. Donc ça, c'est vraiment une URI simple. Le protocole, vous avez la définition, donc ça c'est le protocole qui va être utilisé, et vous avez la donnée en elle-même qui est du base 64.
base 64, et après vous avez en brut la donnée en base 64. C'est comme ça qu'on fait pour avoir des pages qui font des mégas et des mégas, parce que les personnes, plutôt que de permettre au browser de le mettre en cache, vont mettre toutes les images dans la même page. Ce qui fait que la page fait 10 000, 20 000 lignes, parce que 5 000 lignes, c'est la taille d'une image. Alors, ça peut être très pratique si on veut que tout soit unbanded, donc tout soit intégré, donc on a juste une page HTML, un objet statique, on l'appelle, tout est fini, donc on a appelé la page est chargée, basta. Dans le cas où on veut pouvoir mettre en parallèle les chargements, on va plutôt chercher à sortir les images pour qu'elles soient toutes chargées en même temps. Mais bon, ça c'est l'optimisation, ça dépend aussi du contexte que vous avez. Un fichier, alors fichier relativement classique, d'ailleurs ici, donc là vous avez le protocole, c'est un fichier qu'on veut, et il est, hop, pour être exact, pour vous montrer pourquoi il y a 3 slash, c'est que ça c'est bien la séparation entre le protocole et la suite, et là on retrouve le fichier exact, donc dans le home, on veut passer chez username, dans ces documents, on a un file.txt. Et donc là c'est un CID, mais vous avez plein de protocoles qui existent. Le CID, c'est donc du image 001 exemple.com. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est identifier un message, une image dans un mail, par exemple. Donc on identifie un contenu qui est contenu dans l'email, qui a été référencé. On a un tableau à côté qui dit tiens, on a toute cette liste là, et pour ce nom là on a une image qui s'appelle ainsi. Bon, le nom est un petit peu alambiqué, mais ça marche très bien. Tout ça pour dire, donc, vous avez beaucoup de protocoles, et la seule grosse différence, en fait, enfin, si vous cherchez un fichier, ce sera de l'URI. Votre URL, c'est vraiment, l'URI, si vous voulez comprendre ce que ça fait, c'est ça identifie un objet. Ça identifie vraiment la ressource, donc le Uniform Resource Indicator, identifieur, pardon, pas indicateur, c'est autre chose. Voilà, donc on identifie la ressource en elle-même. L'URL, c'est bien, on cherche à l'appeler avec des éléments, et on fait plus que savoir qu'elle existe et qu'elle est là. On veut vraiment aller un petit peu plus loin que ça. En tout cas, j'espère que ça a clarifié pas mal de choses pour vous. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur des sujets similaires ou autres. J'essaierai de vous lire ce temps dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Salut!